L'envoi de troupes au sol en Ukraine n'est plus une simple hypothèse. Angleterre, France, Pologne réfléchissent à une coalition expédiée sur le terrain du conflit. C'est ce que réclame Volodymyr Zelensky. L'armée française se prépare à ce scénario et se serait secrètement entraîné un déploiement en Ukraine dans le cadre d'un exercice baptisé Percée, impliquant plus de 3000 soldats français. Nous allons vous expliquer ce qui est envisagé par les Européens, mais on va d'abord partir sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Thibaut Bruck en direct de Kramatorsk. Bonjour Claire, merci d'être avec nous en direct. Cet envoi de troupes européennes, de troupes occidentales, le président ukrainien compte dessus pour repousser les Russes ? Oui, le président compte dessus, mais pour le moment, en tout cas, quand on en parle aux soldats, ce n'est pas encore le sujet principal de discussion. Ils ont vraiment une vision très court-termiste. Leur but aujourd'hui, c'est de tenir jour après jour sur le front, et on sait combien c'est compliqué ces temps-ci. Certains nous disaient même que ces troupes viennent tout de suite. On a bien besoin d'aide. Sur le fond, en tout cas, on n'a pas rencontré d'opposition. Tout le monde ici est favorable à avoir des garanties de sécurité, à éviter que la Russie ne les attaque à nouveau, mais beaucoup se demandent si ce sera suffisant. On a d'ailleurs pris le pouls aussi auprès des habitants ici à Kramatorsk. Personne n'y est opposé, évidemment, mais on a bien senti que les gens n'y croyaient pas. Un homme nous disait, mais comment vont-ils pouvoir surveiller des centaines et des centaines de kilomètres de frontières? Combien d'effectifs vont être nécessaires? Et puis un jeune nous disait, mais est-ce que ce sera vraiment efficace? Regardez par exemple les casques bleus, que ce soit en Géorgie ou sur d'autres terrains, cela n'a pas suffi. Si la Russie veut nous attaquer à nouveau, elle le fera. On a bien senti ici, en tout cas, que les Ukrainiens qu'on a rencontrés sont très favorables à cette option, mais assez dubitatifs. Merci beaucoup Claire Cambier, et retournez vite au chaud avec Thibaut Bruck. On imagine qu'il fait très froid en Ukraine en ce moment. Merci beaucoup, nos envoyés spéciaux en direct de Kramatorsk. Alors, cet envoi de troupes occidentales, le président ukrainien, on l'a dit, compte dessus, et les verrous commencent à sauter pour l'envoi de troupes en Ukraine. Cécile Bartoli, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous. Alors, ce n'est, semble-t-il, plus une ligne rouge, en tout cas plus pour Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Jeudi, voilà ce qu'il dit aux médias Sky News. Oui, nous discutons de l'envoi de troupes au sol avec un certain nombre de nos alliés, le président Macron bien sûr, le président Zelensky. Nous jouerons pleinement notre rôle. Mais il n'est pas le seul dirigeant européen à faire évoluer son discours. C'est le cas aussi de Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Il y a un mois, il déclarait: la Pologne n'a pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine voisine. Mais mercredi, volte-face de Donald Tusk, je cite le Premier ministre polonais: quand on me demande si la Pologne est prête à envoyer ses soldats en Ukraine en tant que garant de sécurité, il ne s'agit pas d'un plan purement polonais, il s'agit de véritables garanties de sécurité auxquelles tout le monde adhérera. Comprenons, il est possible d'envoyer des troupes en Ukraine, mais seulement dans le cadre d'une coalition. Cette coalition qui a été au cœur d'un entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui à la suite de ces échanges affirme: quant à l'initiative française de déployer des contingents militaires en Ukraine, nous avons étudié les mesures pratiques pour sa mise en œuvre, son éventuelle expansion et l'implication d'autres pays dans ce processus. Mais Cécile, si cette coalition prend forme, quel sera son rôle? Alors, si l'idée est d'envoyer des troupes après un cessez-le-feu, il s'agirait donc probablement d'une mission de maintien de la paix à la frontière. Comment? En déployant quelques milliers d'hommes pour assurer la sécurité dans une zone tampon. Mais si cette coalition se forme pendant la guerre, plusieurs scénarios sont sur la table. Le premier, protéger Kiev à tout prix. Des centaines ou des milliers de soldats alliés seraient donc positionnés autour de la capitale. Et dans le même temps, l'Ukraine pourrait déployer ses troupes de réserve à proximité de la ligne de front. Mais le scénario le plus probable, c'est celui-là. Il serait de renforcer la frontière polonaise par des systèmes de défense occidentale. Les alliés pourraient aussi, dans le même temps, choisir de délocaliser leurs formateurs français et britanniques directement sur le sol ukrainien. Enfin, une hypothèse propre à la France serait également envisagée: envoyer des troupes en Ukraine en cas de percée russe
par la Biélorussie. C'est en tout cas un scénario auquel se préparerait l'armée française, puisque selon le site spécialisé Intelligence Online, des exercices militaires secrets avec 3200 soldats français auraient été menés à l'automne pour simuler cette attaque russe par le pays de Loukachenko. Merci beaucoup pour ces informations, ces précisions, Cécile Bartoli. Général Chauvency, votre regard sur ces scénarios possibles et le dernier scénario évoqué par Cécile, l'armée française pourrait partir seule. Alors d'abord, vous avez vu mon regard qui est un peu éberlué. Oui. Bon, il est un peu éberlué parce que d'abord, on a évoqué les mêmes scénarios il y a plus d'un an sur les hypothèses d'un engagement éventuel, alors, avant que parle Macron, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Donc on est quand même un petit peu dans le fantasme. Le fantasme parce que finalement, on sait que les choses vont changer dans quelques jours, peut-être. Et que là, la question est qu'est-ce qu'on fait? On a parlé surtout le mot important, l'expression c'est garantie de sécurité. Et le deuxième mot important, c'est cessez-le-feu. Donc la solution, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que s'il y a un cessez-le-feu, il faudra apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et qui peut l'apporter si ce n'est pas la Pologne, l'Angleterre et la France? Pour une raison très simple, on irait à titre national et non pas sous la couverture de l'OTAN et encore moins de l'Union européenne. Donc, et puis avec 3 armées qui aujourd'hui, sur l'espace européen, représentent chacune, en termes de force de projection, 15 à 20 000 hommes, et encore. Donc, avec une Pologne qui se réarme et qui veut devenir la première armée de l'Union européenne. Oui, l'Allemagne a dit la même chose, la France a dit la même chose. Et finalement, au bilan, l'armée polonaise aujourd'hui, parce qu'il faut prendre les chiffres de 2023, et ce qui a été annoncé pour 2025, en 2023, l'armée polonaise, c'était 114 000 hommes, dont en gros 60 000 armées de terre. Et l'objectif, c'est d'en avoir 300 000. Et il semblerait que l'armée polonaise soit aujourd'hui à plus de 200 000. Ce qui veut dire qu'en moins d'un an, on a engagé plus de 100 000 soldats de plus dans l'armée polonaise. J'ai quelques doutes sur la réalité opérationnelle et réelle de ces effectifs. Maintenant, on est bien dans les garanties de sécurité. Maintenant, pour revenir à tous les scénarios qui ont été évoqués, oui, ils sont plausibles. Mais ils sont plausibles à quel moment? Si on se met, nous, Français, face à la Biélorussie, on l'avait évoqué il y a plus d'un an, ça veut dire en gros qu'on accepte d'être frappé. Pour l'instant, je ne suis pas certain que le contexte politique que permettrait à la France, y compris par le chef des armées, de déployer des soldats dans une situation de guerre prêts à faire le combat. Je n'y crois pas trop. Ensuite, pour déployer des forces d'une quantité suffisante, il n'y aurait pas que des forces terrestres, ça veut dire aussi de la défense solaire, ça veut dire éventuellement une capacité aérienne, ça ne se fait pas en 3 jours. Voilà, donc ça prend des délais, donc on est sur plusieurs semaines. Avec le schéma politique international aujourd'hui, je vois mal. Mais je pense qu'on est dans les effets d'annonce. Et on revient à cet exercice qui a eu lieu, qui n'est pas un exercice énorme. Il est normal que les militaires s'entraînent à tous les scénarios possibles pour voir quelles seraient les difficultés, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qui marche bien. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on est dans les annonces. D'un côté, une réalité militaire, oui, on s'entraîne parce que c'est notre job de s'entraîner pour pouvoir faire quelque chose si on nous le demande. Donc ça, c'est normal. Maintenant qu'on le garde secret, c'est aussi normal pour éviter que ça soit mal interprété en disant « vous allez envoyer des troupes ». En Ukraine. Et puis finalement, les scénarios les plus plausibles, je ne crois pas au déploiement en temps de guerre, j'appelle ça un temps de guerre en Ukraine aujourd'hui, de forces occidentales. En revanche, dans le cadre des garanties de sécurité, il est vraisemblable que nous pourrions participer avec les alliés britanniques et polonais à ces forces de sécurité. Puis un dernier point, il y a quand même plus de 1000 kilomètres de lignes de confrontation. 1000 kilomètres. On voit mal comment on serait totalement efficace avec quelques milliers d'hommes. C'est pour ça que dans les scénarios, ils ont choisi une zone précisément à la frontière avec la Biélorussie, dans un autre autour de Kiev, protéger la capitale ukrainienne. Ulrich Bouna. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais pour le coup, effectivement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, alors oui, déploiement en temps de guerre, moi non plus, j'y crois pas vraiment, mais en fait, ce qu'il faut juste prendre en compte, c'est ce qu'a dit aussi Donald Trump. C'est-à-dire que grosso modo, s'il y a un cessez-le-feu, il a déjà dit que les Américains n'enverraient pas d'hommes sur le terrain pour garantir le cessez-le-feu. Il est relativement improbable que l'Ukraine intègre l'OTAN incessamment sous peu. Donc finalement, on se retrouverait avec une Ukraine qui n'aurait aucune garantie que la Russie ne reprenne pas le conflit quelques années après le cessez-le-feu, un petit peu comme ce qui s'est passé avec Minsk 1, après Minsk 1 et Minsk 2. Et donc finalement, la seule façon de garantir que le conflit ne reprendrait pas, c'est effectivement d'envoyer des troupes. Ce ne sera pas les Américains, donc ce sera forcément les Européens. Parmi les Européens, effectivement, quels pays sont capables de le faire?
a priori, voilà, les grands pays, la France, l'Allemagne, la Pologne, peut-être un petit peu de Malte et peut-être un petit peu l'Italie, mais grosso modo, voilà, les 3 pays qui formeront véritablement le cœur du sujet, c'est les Anglais, les Français et les Polonais. Donc on voit effectivement depuis plusieurs mois des discussions qui se mettent en place pour essayer de mettre ça sur pied. Ça permettra aussi aux Européens de peser potentiellement dans une éventuelle discussion qui potentiellement a priori se passerait entre Washington et Moscou. On parle quand même de l'architecture de sécurité européenne. Donc si les Européens s'engagent à aller sur le terrain, ça peut être aussi une façon de peser dans la discussion. Maxime Lefebvre, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est le point le plus sensible et le plus délicat, parce qu'en fait, effectivement, c'est la question de savoir si on fait un cessez-le-feu, si on est forcé à faire un cessez-le-feu, parce que les Ukrainiens ne le souhaitent pas forcément, les Européens non plus. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'on donne comme garantie de sécurité pour que ça ne recommence pas après ? Donc, cette question des garanties de sécurité, elle est essentielle. Le gros problème, c'est est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que les Européens puissent donner cette garantie de sécurité à l'Ukraine et qu'elle soit aussi acceptée par la Russie, parce que si la Russie ne l'accepte pas, la Russie ne va pas accepter le cessez-le-feu. Alors c'est peut-être aussi l'objectif, mais en tout cas, est-ce qu'on peut le donner alors que, par exemple, si vous regardez tout ce qui s'est passé dans les années 90, et encore aujourd'hui au Kosovo, on a toujours agi en transatlantique. On disait in together, out together avec les Américains. Parce que quand les Français et les Anglais étaient tout seuls, vous voyez, sur les soldats de force de la paix en Bosnie, ça s'est très mal passé. On a besoin de cette cohésion transatlantique, ce qui explique aussi les positions très, très frileuses, y compris des Polonais, de se dire, et les Ukrainiens eux-mêmes, on dit pour nous, les vraies garanties de sécurité, c'est les garanties de sécurité américaines. Donc, voilà, là, évidemment, c'est normal qu'on essaye les options, c'est une volonté politique du président de la République, mais ça pose beaucoup de difficultés sur la manière dont on peut les mettre en œuvre, en fait. Comment vous expliquez la volte-face de la Pologne ? C'est pas vraiment une volte-face, c'est-à-dire au départ, il y a une certaine prudence. Engager des troupes, c'est pas évident. On parle pas des Allemands, mais les Allemands, par exemple, ils peuvent aussi être impliqués dans cette opération. Mais pour avoir un engagement, il faut un vote du Bundestag. Donc c'est très sensible politiquement en Allemagne, et ça le sera sans doute aussi chez nous. Donc il y a forcément une prudence dès qu'on veut engager des troupes, mais ensuite, il a dit dans sa deuxième déclaration, on veut le faire avec d'autres pays. Oui. Alors lesquels ? Et c'est là où je pense qu'on va essayer de le faire avec les États-Unis. Et ce sera sans doute un élément important dans la discussion. Maintenant, la question, est-ce que Poutine acceptera de faire un cessez-le-feu avec l'Ukraine pour se retrouver avec des troupes de l'OTAN ? Même si c'est pas l'OTAN, c'est des troupes de l'OTAN. A priori, non. De l'autre côté, ça paraît pas évident non plus. Ulrich Bouna, je voulais réagir. Peut-être juste un élément de contexte aussi sur la déclaration de Donald Tusk. En fait, il faut bien comprendre aussi qu'en Pologne, donc on a des élections présidentielles qui sont prévues, je crois, au mois de mai. Et pour le coup, le candidat conservateur, on va dire, pour faire simple, il a une position qui est relativement agressive vis-à-vis de l'Ukraine. Alors ça peut paraître paradoxal, mais il faut comprendre qu'entre l'Ukraine et la Pologne, il y a un contentieux historique assez lourd sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc effectivement, la raison aussi peut-être qui a fait que Donald Tusk a un peu changé d'avis, c'est parce que lors de cette rencontre entre Donald Tusk et Volodymyr Zelensky a fait des concessions en fait par rapport justement à ce sujet historique, notamment de faire des fouilles pour retrouver des corps de personnes qui auraient été tuées par les nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale, bref. Mais donc en fait, c'est aussi ça qui explique, c'est-à-dire qu'ayant obtenu finalement des concessions, on va dire, sur le sujet mémoriel avec l'Ukraine, il est peut-être un peu plus légitime désormais, dans la perspective de cette campagne électorale, de pouvoir dire « je suis prêt à aider l'Ukraine un peu plus en avant ». Nadezhda Kutepova. J'aimerais bien dire que, quelle que soit la fin de cette situation de la guerre, la Russie va rester menaçante. Pour moi, c'est des dizaines d'années après. Parce qu'on n'entend pas que la démocratie va fleurir demain en Russie, ça veut dire qu'il faut être prête. En même temps, je comprends aussi les doutes du peuple français, d'Angleterre, ou quel que soit. Et c'est pourquoi peut-être faire une coalition, ça peut être plus favorable, parce que ça veut dire partager la responsabilité. C'est pas peuple ou gouvernement du peuple qui prend la décision, mais coalition des pays concernés. Une chose. Et deuxième chose, je participe chaque semaine à manifestations ukrainiennes ici à Paris. Et chaque fois, les Ukrainiennes qui s'enfuient du pays demandent des instructeurs français et européens sur le sol de l'Ukraine. Alors, ils sont favorables parce qu'ils ont besoin d'aide, ils comprennent qu'ils ne vont pas résister seuls. Et
c'est aussi toujours difficile la situation où une partie est essayer d'agir sur une manière légitime en étant armé par le droit, par l'appréciation de droit, et l'autre partie qui est totalement barbare, ni droit, ni rien, même connaissance. Parce que dans ce cas-là aussi, il faut penser des sécurités des gens de cette coalition, des troupes de cette coalition, parce qu'on sait que les Russes qui prennent des prisonniers, on ne les traite pas par bonne manière. Ça veut dire que c'est aussi la question importante, leur sécurité. Est-ce qu'on peut imaginer la réplique de la Russie, général ? Je pense, oui, toujours, parce que de toute façon, chaque fois qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, la Russie réagit. Maintenant, on est quand même dans une, alors, je ne vais pas dire une sortie de guerre, mais c'est quand même sur la table. Et je pense que la Russie a aussi intérêt à arrêter un petit peu, je dirais, ce conflit, d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'elle puisse faire verbalement une opposition possible, c'est même vraisemblable. Néanmoins, elle a l'intérêt. Donc, je ne suis pas certain qu'elle se bloque entièrement sur ses positions, ses propositions, qu'il y ait une coalition, je dirais, européenne, avec ces 3 États ou un peu plus, même s'ils sont des États membres de l'OTAN, ils ne viennent pas avec quand même le drapeau de l'OTAN, c'est ça qui est important à dire. Ils ne viennent pas non plus avec le casque bleu. Moi, je l'ai été 2 fois. Il vaut mieux pas être casque bleu parce qu'on sait qu'on sert à rien. En revanche, c'est dit. Voilà, c'est dit. En coalition avec commandement multinational, comme on est habitué à travailler ensemble, on est, j'irais, crédible, même vis-à-vis de la Russie. Mais je me répète, ce n'est pas concevable s'il n'y a pas un cessez-le-feu. Je ne vois pas aujourd'hui les différents gouvernements accepter de mettre en jeu la vie des soldats, alors que les opinions publiques ne sont pas forcément favorables, et ils ne comprendraient pas. Et de toute façon, on serait démunis. Et on n'a qu'à parler des équipements. Comment se fait-il qu'on ait tant de difficultés à envoyer ce qu'il faut aux Ukrainiens, et on va déployer des soldats, et ils seraient équipés comment aussi ? On aura des problèmes identiques. Donc on est bien dans une situation de sortie de guerre, dans laquelle, effectivement, on peut jouer un rôle. Et ce qu'a dit d'ailleurs Ulrich tout à l'heure, c'est qu'en fait, les Européens doivent revenir aussi dans la discussion et pas laisser, finalement, Américains et Russes régler leurs problèmes tout seuls et nous dehors. Non, parce que c'est le continent européen. Donc, c'est le continent européen, on a un mot à dire. Mais pour avoir un mot à dire, il faut investir concrètement dans cette sortie de guerre. Et là, je pense que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ça, c'est dire que nous sommes prêts à participer d'une manière ou d'une autre, nous, Européens, assurer cette défense, en particulier aux côtés de l'Ukraine, en termes de garantie de sécurité, donc quelque chose de beaucoup plus crédible que ce qu'on pourrait voir autrement.